Cours 2, on commence SketchUp ce matin. Je vous ai déposé un petit fond de plan CAD. Donc, quand on fait des maquettes 3D, peu importe le logiciel, on part avec l'information qu'on a. Donc, on va souvent partir avec des fonds de plan CAD. Si ce n'est pas le cas, on peut partir à partir d'une image aussi. On va se faire des lignes guides, etc. Donc, plusieurs principes peuvent être utilisés. On va commencer avec ce qu'on connaît. Donc, on va commencer avec un fond de plan CAD cet après-midi. Je ne sais pas si, j'espère que vous êtes allé voir les documents que je vous ai déposés. Donc, vous avez les notes de cours, là, les introductions, les outils de construction, les outils de dessin. Donc, ça, c'est vos notes de cours que vous pouvez peaufiner, rajouter des trucs dedans sans problème. Je vous ai déposé les 2 premières capsules. Évidemment, ces capsules-là sont là pour vous guider à travers les notes de cours. Je fais des exemples de pas mal tous les éléments qui sont traités. Dans le cours général, ce que je veux faire, c'est bon, on va regarder l'interface, on va regarder comment on utilise les différents outils, mais les capsules plus pointues, je vous suggère d'aller vraiment voir les capsules vidéo, les revoir, les tester là, pour vous habituer à manipuler les différentes options dans le logiciel. Donc, voilà un petit peu comment je vais fonctionner. Première chose, je vais aller chercher mon interface SketchUp pour vous montrer un petit peu comment on débute la chose. Donc, évidemment, là, présentement, sur mon poste, j'ai installé une version d'essai juste pour faire des tests. Je n'ai pas eu mon laptop encore, donc j'ai installé la version d'essai qui est bonne pour 30 jours. Donc, la première chose qu'on regarde quand on entre dans le logiciel, c'est qu'il va nous demander de choisir un dessin de base, ni plus ni moins qu'un gabarit finalement, qu'on peut utiliser pour commencer nos fichiers. On en a quelques exemples ici. Si on clique sur Autre modèle, vous avez les différents gabarits qui sont inclus. Donc, celui que je vais utiliser, moi, pour faire ma démo aujourd'hui, je vais utiliser donc, présentation intérieure en pouces. Donc, je vais utiliser ce dessin de base-là. Donc, les unités vont être en pouces. Puis, en fait, les caméras, les différents éléments sont placés pour faire l'intérieur des pièces, pour faire donc la surface est ni plus ni moins en blanc, tout simplement. OK? Mais mes unités sont en pouces. Dans les différents PowerPoint, le premier dans Introduction, on vous parle de la manipulation de la souris, les petites nuances par rapport aux autres logiciels, comment entrer les différentes données, puis l'interface, c'est-à-dire le menu que vous avez. Donc, l'interface, c'est la première chose qu'on règle quand on entre avec SketchUp. C'est que si on clique sur Affichage, on va avoir les barres d'outils et on peut choisir les barres d'outils qu'on veut avoir et les positionner comme on veut dans notre écran. Donc, il s'agit tout simplement de venir cocher les différentes barres de menu qui ont été mentionnées, ni plus ni moins, là, dans le PowerPoint. Chacune de ces barres de menu-là, je peux les placer, comme je disais tantôt, à ma guise. Donc, je peux les déplacer, les positionner comme je veux. Évidemment, j'essaie de réduire le nombre de lignes pour ne pas empiéter sur ma zone graphique. Plus je vais avoir de bandes de menu, plus ma zone graphique va être petite. Donc, dépendamment si vous avez un petit écran, gros écran, ben, ça risque d'avoir une incidence sur mon espace de travail. Donc, je peux positionner mes différentes bandes de menu comme je veux. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller sélectionner les différentes bandes de menu. Après ça, c'est si je regarde l'interface, ben, on a une barre d'état dans le bas, puis on va avoir la section de mesure. On n'a pas besoin de cliquer dans ces zones-là. À chaque fois que je vais écrire, la valeur va s'inscrire automatiquement au bon endroit. Je n'ai pas à cliquer outre mesure. Petite nuance par rapport aux autres logiciels, c'est que si j'active une commande, puis je suis en train de tracer,
Quand je fais la touche échapper, il va canceller la portion de commande que je suis en train de faire, mais je suis toujours en commande ligne. Donc, il va toujours rester avec la dernière commande que j'ai utilisée, même si je fais échapper. Je veux sortir de cette commande-là, ben, je peux en choisir une autre, évidemment, mais la barre d'espacement sur votre clavier fait en sorte qu'il va sortir de la commande et vous ramener toujours au mode sélection. Okay? Donc, la barre d'espacement dans le bas de votre écran vous ramène toujours au mode sélection puisque faut toujours être en mode sélection si on veut pouvoir choisir un objet, déplacer, etc. Il faut que je sois en mode sélection pour pouvoir le faire. Donc, barre d'espacement où je viens cliquer sur ma flèche pour pouvoir sélectionner des objets. Autre particularité, c'est que, bon, ma roulette, ma souris, en fait, premier bouton, évidemment, c'est pour sélectionner, pour pointer. La roulette, bon, comme d'habitude, zoom avant, zoom arrière. Mais si je clique sur la roulette, je n'ai pas besoin de faire, comme dans AutoCAD, faire Shift pour obtenir le mode orbite. C'est le mode orbite qui est là par défaut. Si je fais Shift et ma roulette, là, j'ai un pan. Donc, je peux faire un zoom panoramique et déplacer mon observateur ou ma caméra. OK? Donc, petite distinction entre les deux logiciels. Il faut juste s'habituer. Je sais que dans AutoCAD, on est habitué, donc c'est juste une habitude à prendre. Donc, si je fais Shift et ma roulette, ben, je peux faire un pan pour me déplacer. Autre particularité intéressante, c'est que sur vos claviers, dans le milieu de votre clavier, vous avez des flèches qui pointent vers le haut, vers le côté, etc. Ces 4 flèches-là me permettent d'orienter mon curseur. Donc, si je fais la commande rectangle, par exemple, je vois que mon curseur là, est à plat, est en bleu. Si je fais la flèche qui pointe vers le haut, vers le bas, je peux changer l'orientation, ni plus ni moins que ce qu'on a vu la semaine dernière dans AutoCAD, les SCU, ça me permet de changer l'orientation de ma table à dessin ou de mon XY pour pouvoir travailler dans une orientation précise, donc selon un axe que je veux donc m'aligner avec un mur, par exemple. Okay? Donc, les flèches vont être utiles quand je veux changer d'orientation mon curseur pour naviguer le long de mes objets. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'on a sur le clavier. Oui, autre chose, évidemment, quand j'entre des dimensions dans SketchUp, par exemple, je suis en train de faire un rectangle, puis je veux donner une valeur X, Y, donc la longueur, la hauteur. Si je regarde dans le bas de mon écran, on voit qu'il m'indique les données et il sépare le X et les Y non pas par une virgule, mais par un point-virgule. Ça veut dire que si je veux faire un carré, par exemple, de 10 pieds, donc 10 apostrophes, point-virgule, 10 pieds. Donc, contrairement à AutoCAD où je faisais 10 apostrophes, virgule 10 pieds, ben dans ce cas-ci, il faut que je fasse un point-virgule. Donc, petite différence, mais question d'habitude. Si je n'entre pas d'unité, donc, c'est exemple, je recommence mon rectangle, puis je fais 10, point virgule 10, ben en fait, là, c'est des pouces qui vont entrer par défaut. OK? Donc, le signe, les signes, un petit peu comme dans AutoCAD, par défaut, c'est des pouces. Quand j'ai pris mon gabarit, ben, c'est la même chose ici. Si je mets un apostrophe, ben, c'est les pieds automatiquement. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai une petite question pour ce qui était pour changer le dessin de côté, là, quand on fait notre rectangle. Oui. C'est les flèches sur notre clavier d'ordinateur? Oui, absolument. OK. Donc, à côté dans le milieu de ton clavier, là, juste avant les chiffres, si ton clavier est subdivisé de façon standard, normalement, tu as des flèches, tu as 4 flèches qui pointent vers la gauche, une vers la droite, vers le haut, vers le bas. Ben, ces OK. flèches-là vont me permettre de changer l'orientation de ma face ou de mon rectangle que je suis en train de dessiner. C'est bon, merci. C'est bon? Évidemment, si j'ai un élément qui est dessiné,
automatiquement, comme dans AutoCAD, il y a un SCU dynamique, il va s'orienter avec les faces. Mais si jamais vous voulez changer l'orientation, vous savez qu'avec vos flèches, vous allez pouvoir le faire. Donc, ça, c'est pour l'interface comme telle. Pour les différents outils, on va s'insérer un fichier CAD juste pour voir là, comment on manipule nos trucs. Évidemment, si j'insère un fichier CAD qui comporte 128 calques, ben, je vais avoir 128 dans SketchUp. Ça ne s'appelle pas des calques, mais ça s'appelle des balises. Ben, je vais avoir 128 pas valises, balises qui vont s'insérer, puis je vais avoir un menu beaucoup trop grand pour rien. Donc, moi, bien souvent, quand j'insère un plan CAD, je vais aller faire un petit ménage dans mon fichier. Donc, dans Léa, je vous ai déposé un fichier CAD1, vous le connaissez, c'est un vieux fond de plan. C'est un exemple, on peut prendre n'importe lequel. Donc, dans les fichiers CAD1, ce que j'ai fait, moi, ce que je veux là-dedans, là, c'est vraiment éliminer tous les calques que je n'ai pas de besoin, faire un ménage, puis s'il y a des trucs que je ne veux même pas avoir quand je vais l'insérer, ben, je vais faire le ménage tout de suite. Ça ne me donne rien d'avoir des cotes puisque je vais me servir vraiment des lignes pour dessiner là, dans SketchUp. Donc ici, là, je pourrais carrément geler les calques que je ne veux pas avoir. Donc, on s'entend que le balcon extérieur, je n'en aurai pas de besoin. Les appareils de chauffage, j'en ai pas de besoin non plus. Donc, je peux éteindre là, bon nombre de calques là, qui ne seraient pas pertinents d'avoir. OK? Je pourrais même éteindre les hachurages dans les murs puisque ça ne sert à rien pour nous. Ça va juste rajouter un calque pour rien. Donc, je peux éteindre tous les calques que je n'ai pas de besoin. Comment je fais pour sauvegarder ce dessin-là en éliminant tous les calques? Qu'est-ce que je ferais pour conserver juste cette portion de dessin-là? Savez-vous? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? La question est la suivante. Je veux seulement avoir les éléments qui sont dessinés présentement à l'écran, tous les calques qui sont dans mon menu ici, je ne veux pas les avoir dans mon fichier CAD. On les Pardon? gèle? Purger. On pourrait les purger. Juste les geler, ils resteraient en mémoire. C'est-à-dire que si je faisais juste les allumer et les éteindre comme je viens de faire, puis je sauvegardais mon fichier, ça resterait là. OK? Donc, j'ai deux façons. Effectivement, je pourrais purger tous les éléments que je n'ai pas de besoin. Une méthode encore plus rapide qui va éliminer aussi les mises en page, puisque je n'en ai pas de besoin pour faire ma maquette, ça serait de faire un W-block. Donc, la commande W-block me permet d'extraire des blocs, mais me permet aussi d'extraire les éléments qui sont à l'écran. Donc, je peux choisir les objets que je veux avoir seulement. Donc, j'éteins tout ce que je ne veux pas. Je viens cliquer un point de départ, donc mon point de départ à l'intérieur de ma pièce. Je choisis mes objets. Une fois que j'ai choisi mes objets, je lui dis où je veux sauvegarder mon dessin. Donc, je vais le sauvegarder sur mon disque dur. Donc, je me suis fait un répertoire cours 2. Je vais l'appeler, je vais le mettre en majuscule. Je vais essayer d'être conséquent avec ce que je dis. Donc, maquette, fond de plan 4. Tiens, je viens de me faire un fichier qui comporte ce nom-là et il va sélectionner que les éléments que j'ai choisis, puis il va inclure ça dans mon fichier. Le fichier CAD que j'ai à l'écran, je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Je peux fermer AutoCAD. Je n'ai pas besoin de rien sauvegarder d'autre. La commande W-block, on l'avait utilisée dans les cours de DAO2 et autres pour faire des librairies de blocs, mais ça nous sert aussi à faire des copies de dessins et faire le ménage automatiquement dedans. Donc, une fois que mon ménage est fait, j'aimerais ça l'incorporer dans mon interface SketchUp. Ce que je vais faire ici, je vais aller dans la commande fichier. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. OK. Mon écran est devenu noir. OK. Wow.
Je recommence. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit encore. Oui. OK. Les joies du direct. OK. Donc, je vais faire fichier. Dans la section importer, je vais aller chercher un fichier CAD. Donc, je vais aller chercher la section DWG, fichier AutoCAD. Je vais lui dire où aller le chercher. Dans mon répertoire, moi, je l'ai mis dans le cours 2. Je vais aller chercher ma maquette CAD que j'ai, dans laquelle j'ai fait mon ménage. Importation. Donc, j'ai maintenant un fichier CAD qui vient de s'insérer à l'intérieur de SketchUp. Ce que je mentionnais tantôt, quand j'insère des fichiers CAD dans SketchUp, pour SketchUp, les calques, c'est des balises. Donc, si je regarde dans mes palettes par défaut sur le côté, vous avez une section balises. Et là, je vois les calques. Au lieu d'avoir 128 calques comme tantôt, ben, j'ai que les calques, que les éléments que j'ai à l'écran. Donc, ça veut dire que je peux geler des éléments en fonction des calques que j'ai conservés dans mon dessin. Autre petit truc intéressant qui est pratique à faire, c'est que bien souvent, on veut éteindre en un clic le fichier CAD pour voir un petit peu notre maquette SketchUp apparaître. Puis ça ne me tente pas d'éteindre toutes les CAD pour faire ça. Bien, en fait, l'idée, puis on va s'en servir de cette technique-là, c'est qu'on peut se créer un calque, puis on va venir placer notre composante ou notre dessin sur ce calque-là. Donc, en éteignant un seul calque, bien, ça va éteindre vraiment tout le fichier. Donc, je vous montre en même temps comment gérer vos calques dans SketchUp. Bien, les balises ici, si vous cliquez sur plus, vous pouvez vous faire un calque que vous allez nommer de la façon que vous voulez. Moi, je l'ai appelé CAD. Et je vais sélectionner mon dessin CAD. Puis dans l'onglet balise ici, je vais lui dire quel calque utiliser. C'est la même chose que dans AutoCAD. Hein? On peut changer de calque ou changer de balise mon élément. Donc, ça veut dire que maintenant, mon dessin CAD est placé sur un calque bien précis. Si je l'éteins, il va éteindre tout le dessin en un clic. Donc, ça va être beaucoup plus rapide. Mais je peux quand même faire une gestion intermédiaire. OK, moi, je veux éteindre les fenêtres, je veux éteindre les finis, le mobilier. Je peux quand même gérer mon dessin CAD à l'aide des calques qui sont dessinés. Quand même sympathique. Donc, ça veut dire que ces calques-là, je peux les allumer, les éteindre au besoin pour pouvoir dessiner. Si vous vous dites, ouais, mais les calques, ils restent là tout le long? Est-ce que je peux les enlever éventuellement? Oui, on pourra évidemment effacer notre dessin CAD et purger les calques qu'on n'a pas de besoin quand viendra le temps de faire le ménage ou la sauvegarde de notre maquette SketchUp au final. Okay. Donc, j'ai inséré mon plan CAD, je peux allumer et éteindre certains éléments. Donc là, on voit que dans ce dessin-là, on a des cloisons intérieures, on a des murs extérieurs. Puis en éteignant les fenêtres, bien, ça laisse des perforations, ça laisse des trous. Ne vous en faites pas. De toute façon, on va créer un mur complet, puis on va venir faire les ouvertures pour nos fenêtres par après. Donc, faites-vous-en pas. Là, moi, ce que je veux, c'est avoir que les cloisons à l'écran avec les murs. Pour l'instant, je vous suggère de travailler sur le calque qui s'appelle sans balise. Sans balise, là, c'est comme le calque 0. C'est-à-dire que quand je dessine là-dessus, je pourrais me créer soit des groupes ou des composantes et après ça, les amener sur les bons calques. Donc, ça veut dire que comme dans AutoCAD, quand je crée un bloc, je travaille toujours sur le calque 0, ben c'est l'équivalent ici. Sans balise, c'est
c'est le calque 0. Puis après ça, je vais pouvoir me faire des balises selon mes besoins. Donc, on pourra se créer des calques. Je vais toujours, vous allez voir là, dans la version 2020, c'est 2020-2021, ils ont remplacé le terme calque par balise et vous allez voir, là, je vais toujours appeler ça calque, là, puisque je suis habitué aussi avec AutoCAD. Ça prend un certain temps, changer notre terminologie. Donc, les balises, c'est l'équivalent des calques. OK. Donc, je reste sur cette balise-là et je vais venir dessiner mes contours de... Donc, deux façons de faire. Je peux dessiner avec mon crayon tracé ligne par ligne ou je peux utiliser mon option rectangle. Mon option rectangle va être beaucoup plus rapide parce qu'il va générer des surfaces automatiquement. Donc, si je viens cliquer à l'extrémité ici, puis je viens à l'autre extrémité, il va me faire un mur complet. Donc, faites-vous-en pas. On va vraiment travailler différemment que dans AutoCAD avec SketchUp. C'est qu'on va définir nos formes, nos rectangles, puis on va faire un ménage dedans pour pouvoir faire notre commande, pousser, tirer ou donner notre troisième dimension. Donc, je fais un exemple tout de suite. J'ai fait deux rectangles. Vous voyez qu'il y a des lignes ici dans les extrémités. Faites-vous-en pas. Je vais juste éteindre le plan cadre pour vous montrer le résultat. Donc, on voit que dans le coin inférieur droit, j'ai une arête. Si j'utilise mon option pousser, tirer, bien là, si je fais ça ici, ça monte un mur à la fois. Si je veux être plus efficace, je vais utiliser ma petite gomme à effacer, puis je vais venir effacer une arête. Donc, dans SketchUp, comme il définit nos éléments face par face, les différentes lignes de jonction, ce ne sont plus des rectangles que je dessine, c'est vraiment des faces. Fait que si j'ai des lignes qui se croisent, je n'ai pas besoin de faire la commande ajuster ou etc. Je n'ai qu'à les effacer tout simplement. Et là, si j'utilise ma commande pousser-tirer, ben, je pourrais donner la hauteur que je veux, donc exemple 10 pieds. Donc, en un clic, je viens faire mes formes, mes murs, je viens lui donner la hauteur que j'ai de besoin. Le principe idéal quand on vient faire des murs ou des cloisons dans SketchUp, c'est de les rendre indépendants. Je m'explique. Présentement, là, j'ai monté des faces, OK? Pour SketchUp, comme j'ai mentionné tantôt, chaque ligne, c'est des arêtes. Ça veut dire que si j'efface une ligne, je vois c'est comme une boîte de carton. Hein? J'ai effacé une ligne, puis ça vient tout simplement effacer la surface comme telle. Donc, c'est pour ça que dans SketchUp, les éléments solides sont traités rapidement parce que, dans le fond, c'est des boîtes de carton qu'on est en train de monter, puis l'intérieur de ça, c'est vide. Okay? Donc, le fichier qui est généré est beaucoup plus léger en termes d'espace disque que bien d'autres logiciels. Puis c'est pour ça, c'est sa grande force, en fait. Il va générer des fichiers beaucoup plus petits, puis on va pouvoir aller plus rapidement modéliser dans SketchUp. OK? Donc, principe de base, je fais des rectangles, je fais mes poussées-tirées, je viens donner les hauteurs. Gros avantage de SketchUp, c'est que si je me suis trompé en termes d'épaisseur, je peux toujours reprendre, pousser, tirer, puis épaissir mes murs, monter mes murs. Je peux toujours corriger le tir. OK? Donc, toutes ces surfaces-là sont éditables en tout temps très rapidement. Ça, c'est mes murs extérieurs. Moi, une fois que j'ai terminé une section de mur, puis c'est des éléments qui sont indépendants, je veux absolument faire un groupe avec ça. Dans SketchUp, on a deux méthodes, c'est-à-dire qu'on a des groupes et des composantes. Groupe,
ça le dit, ça regroupe les éléments. On peut donner un nom à ça. Composante, c'est en fait l'équivalent d'un bloc pour AutoCAD. OK? Donc, un groupe, ça me permet de regrouper les éléments entre eux, les traiter de façon indépendante. Si je fais une composante, c'est parce que c'est un élément qui est répétitif et je vais pouvoir l'insérer d'un dessin à l'autre. Donc, pour l'instant, ce que je veux avoir, moi, cette forme-là, je veux que ça soit un groupe. Donc, tout de suite, je vais aller sélectionner. Donc, dans les PowerPoint, on vous mentionnait les modes de sélection. Vous en avez plusieurs. Quand je veux regrouper des éléments qui se touchent les uns aux autres, très rapide, je viens sélectionner une ligne. Si je fais un clic, il sélectionne une ligne. 2 clics, il va sélectionner la surface. Et 3 clics, il va prendre toutes les arêtes qui se touchent. Donc, si j'ai des éléments qui sont jointés les uns aux autres, ben, il va tous les sélectionner en même temps en faisant 3 clics. Bouton droit de souris, je vais créer un groupe avec ça que je peux nommer mur extérieur. Donc, la façon de voir si j'ai créé un groupe avec mes éléments, c'est quand je viens cliquer dessus, je vois une boîte se faire et tout se sélectionne ensemble. C'est-à-dire que cet élément-là, c'est maintenant un groupe. Vous avez, tantôt, je vous ai dit, on utilise le calque sans balise pour créer nos groupes, nos composantes. Mais si je veux attribuer un calque ou une balise à ça, je peux, en tout temps, venir me faire une balise pour dire, OK, moi, je veux vraiment là, pouvoir les gérer de façon indépendante, pouvoir les allumer, les éteindre au besoin. Si je les laisse toutes sur 100 balises, ben, je ne pourrai pas les gérer. Donc, en tout temps, je peux cliquer sur le petit plus et me faire un calque. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, on va-tu faire des calques à chaque fois qu'on va faire un dessin? Non, on peut se faire un gabarit. Puis l'idée, là, ce n'est pas d'avoir 300 000 calques. On va juste créer les calques qu'on a de besoin pour les différents éléments qu'on a dans notre maquette. Donc, dans le cas présent, moi, je veux faire une distinction entre les calques qui sont pour SketchUp et les calques AutoCAD, par exemple. Bien, je vais mettre un petit S en avant pour SketchUp, puis je vais l'appeler, tiens, mur extérieur. Donc, c'est sûr qu'ils vont se placer à la fin. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez dedans. Ça n'a aucune incidence. Par contre, si je veux sélectionner mon groupe, puis je veux le placer sur le bon calque, bien, je vais venir ici, dans ma bande de balise, lui dire sur quel calque je veux le positionner. Donc, je sélectionne mon objet, puis je lui dis sur quelle balise le positionner. Et je vais pouvoir les allumer, les éteindre au besoin si j'ai bien fait ma job. Donc, l'utilisation, plus vous allez utiliser les groupes, les composantes dans vos maquettes, plus ça va être efficace de gérer l'information. Puis aussi, l'autre avantage, c'est que si je viens dessiner un meuble qui est collé contre mon mur, bien, si je ne fais pas de groupe avec mon mur, bien, mon meuble il va être soudé à mon mur. Puis là, quand je vais venir pour le déplacer, il va étirer le mur, puis vous allez avoir des résultats que vous ne voulez pas avoir. Donc, d'où l'avantage de faire des groupes avec nos murs et cloisons. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. Je vais rallumer mon plan CAD. Là, je peux faire la même chose pour faire mes différentes cloisons. Donc, je peux faire pivoter mon plan. Puis là, je vais venir dessiner. Puis en tout temps, là, les groupes, les composantes, les calques, vous pouvez les allumer, les éteindre. Dire, OK, moi, je ne veux pas voir mes murs extérieurs, je veux voir vraiment mes cloisons intérieures. Là, je vais dessiner. Donc, le principe reste toujours le même. Je peux utiliser mon option rectangle puis venir faire un rectangle à l'intérieur ici. Donc, l'idée, c'est de prendre les intersections, venir me positionner au bon endroit. Ma souris, aller à la souris, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des rectangles. Ne vous en faites pas avec la jonction des coins.
on va tout simplement venir effacer les lignes qui sont non requises. OK? Donc, en tout temps, je peux, comme je l'ai mentionné tantôt, venir supprimer les intersections, puis venir faire mon pousser-tirer pour le monter à la hauteur que j'ai besoin. OK? Donc, je peux faire, c'est le même principe pour faire tous les murs à l'intérieur. Donc, le but, c'est de venir faire toutes nos cloisons. Une fois que toutes les cloisons vont être faites, on va se créer un groupe avec ça, puis on va aller faire nos ouvertures par la suite à l'intérieur de ces éléments-là. Autre petit truc intéressant, c'est que si je me fais un rectangle ici, oups, je vais prendre les bonnes intersections, comme ça. Si je double-clique à l'intérieur de ma forme ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a donné tout de suite une hauteur, mais là, elle est vers le bas. Là. En fait, c'est que le logiciel a une mémoire. C'est-à-dire que si vous donnez une hauteur de 10 pieds puis vous avez plusieurs sections à faire, bien, par défaut, la dernière valeur qui est inscrite, c'est 10 pieds. Ça veut dire que si je double-clique pour faire mon pousser-tirer, il va faire automatiquement la hauteur que je lui ai demandé. OK? Là, si vous remarquez, ma face que je viens de faire, elle est en gris foncé. Elle est comme ombragée. Normalement, ma surface qui est orientée avec ma caméra devrait être en blanc. Ça veut dire que cette face-là, elle est comme inversée. Si je double-clique dedans, il va faire un 10 pieds vers le bas. Si je veux corriger le tir, je vais venir sélectionner ma face, puis je vais lui dire d'inverser la face pour qu'elle devienne en blanc, donc qu'elle soit orientée dans le même angle que ma caméra. Et là, si je fais mon pousser-tirer, je viens double-cliquer dans ma forme, bien, il va faire exactement la dernière hauteur, il va la faire vers le haut. Donc, l'option pousser-tirer garde en mémoire la dernière valeur que j'ai inscrite. C'est-à-dire que peu importe la forme que je vais faire, que ce soit une colonne, que ce soit un rectangle, peu importe, l'important, c'est que ma face soit orientée, donc qu'elle ne soit pas en grisé, qu'elle soit en blanc. Et là, à ce moment-là, quand je vais... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 10 pieds. Il avait comme inversé. Donc, je peux en tout temps garder en mémoire ma dimension si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, on inverse notre face. Puis aussi, autre truc intéressant, c'est que si je fais une forme, puis je viens faire mon pousser-tirer, puis on a fait plein d'autres commandes en cours de route, puis il n'a pas gardé en mémoire la distance que j'ai établie, bien, quand je fais pousser-tirer, je peux aligner mon curseur avec l'arête supérieure de mon mur et il va automatiquement faire mon mur la même hauteur. Donc, si vous ne vous rappelez pas quelle hauteur vous avez donnée à vos murs, vous pouvez sélectionner l'arête supérieure pour aligner vos poussées-tirées. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. Donc, je vais arrêter le partage. Vous allez dessiner les cloisons intérieures. Puis après ça, je vais faire la démo pour les ouvertures, si vous le voulez. Faire les ouvertures de portes, les ouvertures de fenêtres, etc. Puis on pourra aller s'amuser à télécharger des composantes et mettre des textures sur nos murs, si on veut bien. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais continuer à faire les murs, moi aussi. Je vous laisse manipuler la chose, puis on va poursuivre dans une dizaine de minutes. Est-ce que ça vous va? Ouais. Ouais.
Monsieur, j'ai une question. Dis-moi. Je suis pas capable d'ouvrir le CAD avec l'ordi de l'école. Ça dit qu'il n'y a aucune application. OK. Il faut que tu ouvres AutoCAD en premier parce qu'ils ne sont pas installés sur vos postes. Là. Donc, il faut que tu ouvres OK. AutoCAD, puis après, tu fais ouvrir ton fichier. OK, merci. Oui? OK. J'ai une question. Vas-y. Quand j'ai importé le dessin cadre, puis que Oui. je l'ai mis, dans le fond, j'ai mis le dessin cadre sur une balise à elle-même, Oui. dans le fond, sur le SketchUp, je ne vois pas comme les extensions avec toutes les petites icônes comme vous. Comment je fais pour comme le changer de balise? Est-ce que tu peux me partager ton écran? Non. Ah! Sur un autre ordinateur. OK. J'ai comme les icônes de base, mais j'ai pas comme, tu sais, vous aviez comme un onglet avec écrit sans balise pour aller changer, genre, Oui. mais j'ai comme, je le vois OK. pas. Je vais juste partager mon écran pour te montrer peut-être. OK. Donc, dans la palette par défaut, les balises sont sur le côté ici. Ça te montre Ouais, les balises d'AutoCAD. C'est celle-là que tu les voyais. Puis ouais. dans le haut, l'onglet pour changer les objets de balise, ben, il faut, dans ton affichage, que tu actives ta barre d'outils balise pour pouvoir la voir. OK, parfait. Ce qui va te permettre de sélectionner un objet, puis là, lui dire sur quelle balise le positionner. OK. Oui? C'est fait. Merci. Excellent. Voilà. OK. Donc, quand vous faites vos cloisons intérieures, par exemple, donc ça peut être plusieurs rectangles que vous allez combiner les uns aux autres. Si vous avez oublié de vraiment
faire le nettoyage dans chacun des coins, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va générer des arêtes sur les murs qui ne sont peut-être pas requises. OK? Donc, à chaque fois que je monte un rectangle, il y a une arête. Donc, il va m'indiquer des lignes verticales aux jonctions de mes différents rectangles que j'avais au sol. Donc, ça va être un gros avantage aussi dans SketchUp, c'est que ces lignes-là, je peux tout simplement les effacer si, évidemment, mes lignes sont parfaitement bien alignées. Donc, ça peut arriver des fois, on voit ici, on voit qu'il y a un petit retrait entre mes différents panneaux. Bien, je vais corriger le tir en faisant pousser, tirer, puis je vais venir les aligner entre eux pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, ça peut arriver des fois, je vais aligner mes différents murs. Là, à ce moment-là, une fois que mes murs sont bien alignés, normalement, je peux effacer l'arête, puis je n'ai aucun problème. OK? Donc, à chaque fois que j'ai des jonctions de murs qui ne sont pas parfaitement alignées, faites attention à ça, ça peut occasionner ce genre de problématique-là. Si j'efface l'arête puis il n'y a rien qui disparaît, ça veut dire que les murs étaient parfaitement bien alignés. Donc là, je m'aperçois que tout est beau. Oui, excellent. Donc, toutes mes cloisons intérieures sont unies ensemble. Il y a ici. Donc, je vais m'assurer que tous les joints sont parfaitement bien faits. Faites-vous-en pas. Même si vous avez créé un groupe, vous pouvez retourner dedans pour corriger le tir si jamais vous avez oublié des trucs. OK? Moi, j'ai une boîte à l'extérieur. Je vais la sélectionner. Je ne la veux pas. Donc, je vais le clic. Je peux sélectionner toutes les arêtes qu'il y avait là-dedans. Je fais la même chose avec mes arêtes ici. Donc, tous les éléments qui se touchent, qui se joignent, triple clic, tous mes murs se sélectionnent ensemble et je peux créer un groupe avec ça. Même principe que tantôt, ce groupe-là, je peux le mettre sur une balise que je vais nommer cloison intérieure. Donc, même principe. Si je veux me créer une balise, je viens tout simplement. On verra au fur et à mesure qu'on crée nos maquettes, voir quel calque on va créer ou quelle balise on va créer justement. Puis, une fois qu'on va avoir fait une maquette qui comporte vraiment tous les calques qu'on veut avoir, bien, on pourra sauvegarder ça comme fichier de base. Ça va devenir ni plus ni moins que notre gabarit, si on veut. OK? Donc, je viens de créer un nouveau calque. Je sélectionne mon groupe. Je veux le placer sur S-cloison pour SketchUp. Donc, maintenant, si j'ai bien fait ma job, ben, je peux allumer, éteindre mes cloisons intérieures, extérieures. Donc, une bonne gestion de groupe et de calque va faciliter votre travail dans le futur. Donc, chaque fois que je crée une maquette, c'est la façon que je vais la créer. Dans vos tableaux de style visuel, en fait, si je regarde dans mes onglets ici, vous avez une façon de voir la maquette. Donc là, présentement, je suis en style ombré avec texture, donc je ne vois pas à travers. Si je me place en filaire, ben, je vais voir à travers les murs, puis je vais voir mon plan CAD apparaître dans le bas. OK? Donc, pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, je veux savoir où positionner mes ouvertures dans mes cloisons extérieures, dans mes murs extérieurs, dans mes cloisons intérieures, etc. Donc, de cette façon-là, je peux voir où sont positionnées mes fenêtres à travers mes solides. Évidemment, si je suis en mur solide, malheureusement, je ne verrai pas à travers. Donc, comme ça, je peux voir facilement. Je vais éteindre mes cloisons. Je vais garder mes murs extérieurs allumés, évidemment. Si je veux apporter des changements à mon groupe de murs extérieurs, ben, il faut que je double-clique dessus pour pouvoir travailler dedans. Donc, je vais double-cliquer dedans et là, présentement, si je fais des modifications, si je fais des perforations, je travaille vraiment que sur mes murs extérieurs. OK? Donc, moi, j'aimerais ça positionner mes fenêtres. Bien,
les trucs qui sont hyper précis et utiles dans SketchUp, c'est d'utiliser des lignes guides. Des lignes guides, c'est en fait votre ruban mesuré me permet d'aller mesurer sur mon dessin, mais va me permettre aussi de positionner des lignes repères ou des lignes guides. Donc, je vais utiliser ça. Je vais venir sélectionner l'arête verticale ici qui est complètement au bout. Donc, ce que je veux faire, c'est définir une ligne guide exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je viens cliquer exactement à la position de ma fenêtre. Donc, ça vient localiser, ni plus ni moins, qu'une ligne guide verticale pour positionner ma fenêtre. Je peux faire la même chose. Je vais sélectionner celle-là, je vais la copier, puis avec mon outil d'accrochage, je viens tout simplement cliquer sur l'intersection et ça vient positionner ma ligne guide pour la largeur de ma fenêtre. Pourquoi je fais ça? C'est quand je vais venir dessiner mon ouverture dans mon mur, je vais pouvoir me servir de ces lignes guides-là sans même avoir à lui donner des dimensions. Il va être positionné exactement au bon endroit. Prenons par exemple cette fenêtre-là, elle commence à 12 pouces du sol, par exemple. Ce que je vais faire, je reste toujours dans mon outil ruban mesuré ou mètre. Je viens sélectionner l'arête que je veux copier. Donc, finalement, je sélectionne l'arête qui est dans le bon sens. Donc là, c'est à l'horizontale. Donc, je prends celle-ci. Je viens positionner mon curseur pour qu'il soit vraiment à la verticale. Faites attention parce que si vous bougez votre souris, l'orientation de ma ligne guide ne sera pas bien orientée avec mon mur. Donc, assurez-vous, si vous voulez vous en assurer, vous pouvez sélectionner votre flèche verticale bleue. Donc, là, automatiquement, je suis à la verticale. Ça ne bougera plus. Donc, les flèches qui sont au clavier, comme j'ai mentionné en début de cours, vont me permettre d'orienter mon curseur. Et là, je peux lui dire, OK, va-t'en à 12 pouces. Je peux faire la même chose pour la prochaine. Je veux l'avoir à 84 pouces plus haut. Donc, ça vient me positionner exactement en fait, la position où mon ouverture de fenêtre serait. OK? Donc, je peux me faire des lignes guides là, tout autour de mon plan, comme ça, pour faire mes ouvertures en périphérie. Par la suite, je vais faire un rectangle. Je vais venir positionner mon rectangle où je veux l'avoir. À l'aide de mes flèches, je vais venir orienter mon rectangle exactement dans le bon sens et je viens définir mon rectangle. Je peux en tout temps copier une fenêtre. Si ma fenêtre ici, elle a le même format, je peux sélectionner mon rectangle, utiliser mon outil déplacer, mon point de départ. Si je ne lui dis rien, il va la déplacer. Si je fais la touche contrôle, il va la copier. J'ai maintenant deux rectangles identiques positionnés au bon endroit. Tout ce qui me resterait à faire, c'est de faire ma commande pousser-tirer. Je vais juste changer mon orientation et je vais venir tout simplement pousser-tirer la profondeur de mon mur. Pour bien la voir, bon, évidemment, si je suis en filaire, je ne vois pas grand-chose. Une fois que mon rectangle est fait, je peux me placer en ligne opaque et là, je vais voir vraiment mes surfaces se faire. J'en ai fait une, je lui ai donné la profondeur. Il y a une mémoire, double-clic, il va faire exactement la même profondeur pour la prochaine. Donc, je peux en tout temps positionner tous mes rectangles que j'ai de besoin sur ma surface, double-cliquer à l'intérieur, ça va faire mes perforations au besoin. Faites toujours attention d'être dans le groupe pour faire ces modifications-là. Si vous voyez que les perforations ne se font pas, c'est parce que vous êtes à l'extérieur du groupe. Donc, plusieurs, là, vous allez l'expérimenter. Vous avez oublié de cliquer à l'intérieur de votre groupe, vous dessinez vos rectangles sur vos surfaces. Puis là, vous allez dire, ah, ben là, j'essaie de faire mes poussées tirées, puis ça ne fonctionne pas. Ben, c'est normal puisque vous n'êtes pas dans le groupe. C'est comme si vous n'étiez pas dans l'éditeur de blocs pour corriger un bloc, mais c'est la même chose ici. OK? Donc, pour être vraiment à l'intérieur du groupe, double-clic pour être dans le groupe, et là, je peux apporter les modifications que je veux. Donc, ça va être le même principe là, pour toutes les ouvertures en périphérie. Vous pouvez définir les ouvertures
de vos différentes fenêtres. Donc, je vous laisse expérimenter la chose. Enregistrement. Donc, je vais éteindre temporairement mes murs extérieurs. J'ai mes cloisons ici. Donc, même principe que tantôt, je peux me placer en transparence pour voir mon plan. Et autre truc efficace à faire, c'est de venir se positionner en dessous du plan. Donc, si on fait pivoter notre plan à l'aide de l'orbite, on peut aller dessiner, en fait, l'emplacement de mes portes ici. Donc, je peux rester en ligne pleine parce que je vois d'emblée mes portes. Je vais juste m'orienter pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, avec l'orbite. Donc, l'idée, là, c'est d'aller dessiner un rectangle à l'endroit où je vais avoir ma porte, puis faire mon poussé tiré vers le haut. N'oubliez pas, on a créé un groupe avec nos cloisons intérieures, donc il faut être obligatoirement à l'intérieur du groupe. Donc, la façon de voir, si on est dans l'éditeur du groupe, on voit une grande boîte pointillée alentour de mes différents murs. Je vais aller utiliser ma commande rectangle. Je vais venir me positionner en dessous ici. Encore une fois, je peux placer mon curseur à l'aide de mes flèches pour qu'il soit orienté vraiment dans le bon sens. Et je vais venir positionner un rectangle en dessous de mon mur. Une porte, ça a combien d'auteur habituellement? 7. Oh. La hauteur? 7 pieds. Une porte standard, c'est 80. Oui, on peut avoir des portes de 7 pieds. Allons-y, on n'a pas de budget. Let's go. Notre budget est illimité. On va faire des portes de 7 pieds. Donc, on va monter. Donc, j'ai fait mon rectangle, je fais mon poussé tiré, 84 pouces de haut. Ma porte est faite. Le logiciel a une mémoire, ça veut dire que mon poussé tiré a toujours 84 pouces de haut. Donc, je peux aller positionner mes différents rectangles sous mon plan, aux endroits où j'en ai besoin. Donc, je place mon curseur à l'horizontale. Je viens utiliser ma commande poussé tiré. Je double-clique. Il fait ma porte automatiquement à la hauteur de 84 pouces puisqu'il a gardé en mémoire. Donc, je peux faire tous mes rectangles dans toutes mes ouvertures et double-cliquer pour faire mon poussé tiré. Une fois que j'ai terminé, je peux sortir de mon groupe, revenir à ma vue initiale, puis mes ouvertures sont faites. Donc, je peux réactiver tous mes calques puis mes ouvertures. Je vais pouvoir les faire de cette façon-là rapidement en quelques clics. Oui, non, peut-être? Oui. Excellent. Donc, prochaine étape, créer toutes les ouvertures. Donc, si on a bien fait notre job, ce que je mentionnais, c'est que chaque élément, donc les cloisons, les murs extérieurs, c'est un groupe que j'ai nommé, que j'ai positionné sur la bonne balise que je peux gérer, allumer au besoin. Donc, les cloisons intérieures, les murs extérieurs, même principe, c'est un groupe distinct pour chacun. J'ai généré mes ouvertures. Mon plan CAD à ce stade-ci, j'en ai plus de besoin, donc je vais vous montrer tout de suite comment faire le ménage, puis faire le ménage dans vos calques aussi. On a utilisé des lignes guides. Notre maquette va être parsemée de lignes pointillées. À un moment donné, on ne voit plus rien. Donc, petit truc, les lignes guides, quand j'ai terminé de faire mes ouvertures, mes lignes guides, je peux les supprimer. Je peux en sélectionner une à la fois ou je peux, dans mon menu édition, supprimer tous les guides. Donc, il va enlever toutes les lignes pointillées. Donc, ça fait le ménage rapidement. Puis, je peux continuer à rajouter des lignes guides dans mon dessin pour aller faire des éléments de détail. Donc, ça me permet de faire le ménage rapidement. Au niveau du dessin CAD, ben, en fait, si je regarde mon dessin CAD qui est ici, je peux le sélectionner. J'en ai plus besoin, je le supprime. Mes calques vont rester là. Okay? Encore une fois, je peux les supprimer un à la fois ou je vais pouvoir, comme dans AutoCAD, purger les éléments que je n'ai pas de besoin. Donc, ça veut dire que je pourrais rallumer tous mes calques, là, on s'entend. Les calques sont tous là. Si je veux
enlever les calques excédentaires, donc je peux les supprimer un à un. Donc, je peux en sélectionner un, faire le petit moins, il va supprimer le calque automatiquement. Si je veux, je pourrais même en sélectionner plusieurs en même temps. Si il y a des éléments qui ont été dessinés. Donc, ça peut arriver, des fois, j'ai fait une erreur. Oh, je n'ai pas utilisé le bon calque quand j'ai dessiné tel élément. Ben, en fait, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est que si un élément que vous avez dessiné, il va l'envoyer sur le calque sans balise, sans problème. Donc, ça nous permet de ne pas perdre de ne pas perdre les éléments que j'ai dessinés. Moi, je le sais pertinemment que je n'ai pas utilisé ces calques-là, donc j'aurais très bien pu lui dire, OK, supprime vraiment tous les calques CAD sans problème. Je le sais que je ne les ai pas utilisés. Je pourrais dire, supprime même s'il reste des lignes AutoCAD, je veux que tu les effaces. Si vous ne voulez pas prendre de chance, vous laissez le logiciel traiter les éléments puis les envoyer sur le calque ou la balise sans balise, qui est le calque de base. Donc, si je fais ça, mon ménage est fait, tous les calques d'AutoCAD sont disparus, je n'ai plus de traces de son passage. Donc, ça me permet rapidement de supprimer les calques que je n'ai pas de besoin. Dans nos dessins, là, pour l'instant, les calques qu'on s'est créés pour SketchUp, on en a fait un pour les cloisons, on en a fait un pour les murs extérieurs. Évidemment, on va pouvoir en faire un pour nos sols. Si on fait des plafonds, etc., on va pouvoir créer au fur et à mesure les calques qu'on a de besoin. Et on n'en aura pas tant que ça des balises au final. OK? Donc, rendu à cette étape-ci, je ne sais pas si vous aviez fait la colonne, ben, je fais tout simplement un cercle, puis j'ai fait l'extrusion ou l'appui étiré, puis j'ai simplement créé un groupe avec que j'ai nommé colonne. Je l'ai mis sur le même calque que mes murs extérieurs comme dans AutoCAD. Donc, si je vais prendre ça, puis je vais le placer sur le calque mur extérieur. Donc, il va s'éteindre en même temps que mon mur extérieur. Si ce n'était pas le cas, j'aurais pu me faire un calque, une balise spécifique. Moi, je sais pertinemment que cet élément-là va rester en lien avec mes murs extérieurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, si j'ai bien fait ma job, c'est la façon de gérer, de bien partir vos maquettes, c'est d'utiliser les groupes et les calques pour gérer vos éléments. Okay. Si vous voulez créer des sols, ben en fait, vous pouvez vous créer évidemment une balise. Si vous voulez l'activer et dessiner dessus directement, vous pouvez déplacer votre petit crayon. On sait pertinemment que quand on crée des groupes, on utilise toujours le calque ou la balise 0 sans balise pour faire nos éléments. Puis le groupe, c'est lui qu'on place sur la balise proprement dit. Donc, en tout temps, je peux venir dessiner le contour de ma pièce, soit par en dessous. À vous de décider comment vous voulez traiter la chose. Mais l'idée, c'est de venir faire un rectangle à l'intérieur de votre pièce. Puis cet élément-là va devenir un sol. Donc, je viens double-cliquer dessus, ça prend la surface, ça prend son périmètre. Je peux créer un groupe avec ça. Ça sera, exemple, le sol de ma chambre numéro 1. Okay. Donc, si je traite chaque élément de cette façon-là, ben, ça va être super facile par la suite d'allumer, d'éteindre les éléments que je veux avoir. Okay? Je veux modifier ce groupe-là, ben, je double-clique dessus. C'est seulement que ce groupe-là que je suis en train de traiter. Vous voyez la boîte en pointillé qui est alentour. Profitez-en pour faire en sorte que votre surface soit blanche. Pourquoi? Parce qu'on veut que les matériaux s'orientent parfaitement avec nos surfaces. Donc, les faces, il faut qu'elles soient orientées avec ma caméra. Donc, normalement, quand je regarde une surface, elle doit être blanche. Quand je change mon curseur, vous voyez, les surfaces deviennent blanches. Pourquoi? Parce qu'ils sont orientés avec ma caméra. Donc, c'est important, puis on verra plus tard quand vous
vous allez faire un cours de rendu, ça va être important de bien gérer vos surfaces pour qu'elles soient bien orientées. Donc, les surfaces, il faut tout le temps qu'elles soient blanches face avec la caméra. Donc, j'ai tout simplement sélectionné ma surface, puis je lui ai dit de l'inverser pour qu'elle devienne en blanc. Vous allez vouloir attribuer des matériaux, des finis, etc. à vos différents éléments. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, je vais rentrer dans mon groupe de mon mur extérieur. Par exemple, je voudrais avoir de la brique à l'extérieur ici. Bien, je vais aller chercher mon petit pot de peinture qui est là. Puis je vais aller voir les différents matériaux. Donc, je peux aller chercher des matériaux qui sont préétablis. On pourra aller en chercher beaucoup sur Internet. On pourra même aller chercher des palettes de couleurs Benjamin Moore, etc., ce que vous voulez pour les intégrer à vos dessins. Donc, par exemple, si je prends de la brique, bien, je peux prendre la brique ici et venir l'appliquer directement sur les surfaces que je veux traiter. Évidemment, il faut être dans le groupe pour pouvoir le faire. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir gérer vos surfaces de façon indépendante. Si vous n'êtes pas dans le groupe et vous essayez de faire ça, le même principe, je vais sortir de là pour vous montrer. Si j'applique un matériau, la même brique, je l'applique par-dessus mon groupe, bien, toutes les surfaces deviennent de la brique. Okay? Donc, intérieur, extérieur, en dessous, au-dessus, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Okay? Donc, si on veut vraiment gérer nos surfaces en fonction des matériaux qu'on va utiliser, on va plutôt entrer à l'intérieur de notre groupe et gérer nos surfaces. Puisqu'on sait qu'à l'intérieur, on va mettre de la peinture, on va mettre des revêtements muraux, etc. Ce n'est pas nécessairement de la brique. Si c'est le cas, toutes mes surfaces sont vraiment avec de la brique, là, je peux l'appliquer sur mon groupe. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Ouais. Donc, ça sera le même principe pour les sols. Donc, si vous voulez vous amuser avec ça, je vous laisse vous amuser à votre guise. Puis, autre point qu'on pourrait regarder, c'est comment on regarde notre maquette. Donc, dans les menus préétablis, vous avez des vues isométriques qui sont préétablies. Donc, si jamais vous êtes à un moment donné dans un angle, puis vous aimeriez ça revenir à la vue de départ, ben, on sait que dans nos vues préétablies, la vue isométrique, c'est notre vue principale. On a une vue de dessus aussi qu'on pourra utiliser pour faire nos vues en plan. On aura des élévations aussi. Donc, élévation gauche, droite, etc. Donc, on peut utiliser les vues préétablies pour naviguer dans notre dessin, comme dans AutoCAD, évidemment, ou dans n'importe quel logiciel. On va pouvoir placer une caméra dans notre dessin. Donc, on a un petit bonhomme ici qui nous permet de positionner notre caméra. Je vais juste me placer ma vue de dessus pour vous montrer. Par exemple, je veux faire une vue en diagonale de ma pièce. Je vais utiliser ma caméra. Je vais me positionner à un endroit stratégique, donc dans le coin de ma pièce ici. Je laisse mon doigt sur ma souris, puis je viens lui dire jusqu'où je veux qu'il regarde. Donc, je donne la trajectoire de ma caméra, ni plus ni moins. Ça va positionner ma caméra. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est indiquer la hauteur de mes yeux. Donc ici, je vais écrire, exemple, 60 pouces. Hauteur de mes yeux, oui. Commencer ça. J'imagine qu'il s'est positionné à une hauteur autre. Donc, je vais partir au sol ici. « 60. » Donc, ça vient positionner automatiquement ma caméra. Puis, si je place des matériaux, bien, je pourrais les voir, évidemment, dans mes vues de caméra. Ces vues de caméra-là pourront être sauvegardées. Puis on va voir, plus ça va aller, puis on va générer des vues dans nos dessins. On nous mentionne que si je veux sauvegarder une vue, bien, je vais créer ce qu'on appelle une scène. Donc, dans ma palette d'outils
latérale droite, ben, je peux aller dans l'onglet scène puis dire, OK, je vais me faire une scène à partir de la vue que j'ai là présentement. Je clique sur le plus, ça va générer automatiquement une scène. Je peux continuer à travailler dans mes vues, puis si je clique sur scène, il va toujours replacer ma caméra telle que je lui avais demandé. Donc, je pourrais placer vraiment plusieurs paramètres là, dans mes scènes. Là, pour l'instant, j'ai rien, je n'ai pas placé d'ombre, je n'ai pas placé le soleil, etc. Mais l'idée, c'est que je peux sauvegarder ma position de ma caméra à l'intérieur d'une scène. Ces scènes-là seront éditables en tout temps. Donc, vous pouvez continuer à travailler dans votre dessin, placer le nombre de caméras que vous voulez dans toutes les pièces que vous voulez, puis les sauvegarder. Vous pouvez même, évidemment, les nommer. Donc, bouton droit de souris, vous allez pouvoir aller les renommer. Puis je pense que dans le tableau plus bas, on devrait avoir, oui. Donc, vous avez ici le nom de la scène. Donc, par exemple, perspective, séjour. Donc, vous donnez des noms à vos scènes. Toutes ces scènes-là pourront être utilisées quand il viendra le temps de faire nos mises en page. On pourra les positionner sur nos mises en page en allant chercher les scènes déjà préétablies. Oui, non, peut-être? Oui. Oui. Bon. Dans les prochaines étapes qu'on aurait à faire, bon, évidemment, on peut insérer des composantes, on peut insérer des éléments qui sont déjà faits, du mobilier, des accessoires, etc. Si vous avez déjà créé un compte pour télécharger SketchUp, c'est en fait ni plus ni moins qu'un compte sur le site de SketchUp qui va nous permettre d'aller chercher, ça s'appelle la warehouse, on peut aller chercher différents composantes dans. Puis au prochain cours, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment les ajuster. Donc, on peut aller chercher des composantes de fenêtres, etc., puis les ajuster en fonction des ouvertures qu'on a créées. Les portes, le même principe. Donc, on pourra aller télécharger des composantes. Donc, l'idée, là, cette semaine, c'est de vous pratiquer à faire des maquettes. Prenez n'importe quel fond de plan en cadre, vous les insérez, vous montez les murs, vous faites les ouvertures. On pourra aller, vous pouvez même mettre des matériaux si vous voulez, faire les sols aussi. Puis, on pourra rajouter prochaines étapes, là, faire les habillages, donc insérer les fenêtres, les portes, etc. Donc, juste par souci de vous montrer ce qui s'en vient, bien, en fait, si je clique dans le menu fenêtre, vous avez des banques de modèles 3D, ce qui s'appelle la warehouse. Ils vont vous demander de vous connecter. Donc, vous créez un profil, vous créez un profil et de cette façon-là, vous allez pouvoir télécharger des éléments de la warehouse. Donc, vous pouvez faire des recherches par catégorie. Vous pouvez même écrire, OK, moi, j'aimerais ça avoir, tiens, des fenêtres. Donc, il va vous donner une panoplie de blocs qu'on peut insérer, de fenêtres qu'on va pouvoir télécharger et incorporer directement dans notre maquette. Puis, on va pouvoir les ajuster en fonction de l'échelle de nos ouvertures au besoin. Okay? Donc, l'idée, là, c'est qu'on va pouvoir utiliser les différentes portes et fenêtres qui sont là. Donc, vous avez une multitude de catégories d'éléments que vous pouvez télécharger. Faites attention, plus on en télécharge d'éléments dans nos maquettes, plus elle devient lourde. Donc, il faut y aller avec, par souci de ne pas trop alourdir nos fichiers, on peut faire des tests, en insérer, on va les effacer, les purger, ceux qu'on ne voudra pas éventuellement. OK? Donc, vous pouvez vous amuser là-dedans passablement. Donc, en vous créant un petit compte, vous allez pouvoir aller insérer, télécharger les différents trucs. Ce que je vais faire, je vais déposer, comme j'ai fait pour cette semaine-ci, des capsules pour vous montrer ce qui s'en vient. Les notes de cours aussi, vous allez en avoir d'autres. Donc là, j'ai fait pas mal la tournée là, en résumé de ce qu'il y avait dans les PowerPoint pour faire le départ de nos maquettes et la gestion des groupes et composantes. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Ça va. Ça va pour tout le monde? Oui.
Ouais. Donc, évidemment, plus vous allez pratiquer, plus vous allez en faire, plus ça va devenir facile. C'est relativement simple à faire, mais l'idée, c'est de toujours garder en tête si vous gardez cette méthode-là, en fait, bien, ça va être très efficace de venir insérer puis peaufiner nos maquettes par la suite. L'avantage d'utiliser les groupes et composantes, comme je mentionnais tantôt, c'est que si je viens de dessiner un meuble, puis je peux même dessiner un élément qui est collé contre le mur, puis je fais des poussées tirées maintenant, bien, ça va sortir des éléments du mur, effectivement. Mais l'avantage d'avoir créé un groupe, c'est que cet élément-là, versus le mur, c'est un élément qui est distinct. Donc, je pourrais, en tout temps, sélectionner ces éléments-là puis le déplacer sans problème. Tandis que si je n'avais pas fait de groupe avec mes murs, quand je viens pour déplacer mes formes, puis là, je viens pour sélectionner, exemple, ça, bien, il va sélectionner tout le mur. Ou même quand je vais venir pour déplacer une surface, bien, il va déplacer non seulement ma surface, mais il va tout déformer mes murs puisqu'ils sont soudés ensemble. Donc, d'où l'avantage d'utiliser des groupes pour créer nos cloisons. C'est un élément qui est distinct, qui est fixe. Là, je peux aller dessiner, insérer des composantes de mobilier, en créer des nouvelles. Oui? Non? Peut-être? Oui. 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 Donc, pour ce cours-ci, je n'ai pas d'autres matières. L'idée, c'est vraiment pratiquer ça. Évidemment, j'avais fait dans mes capsules vidéo, j'avais pris un petit peu d'avance. Donc, j'avais parlé de tous les outils pour comment copier, comment faire des pivoter, faire les commandes suivez-moi, etc. Donc, ça, vous pouvez les pratiquer aussi. Donc, à l'aide des vidéos, vous pouvez déjà amorcer, peaufiner vos maquettes. J'arrête la projection maintenant. Moi, mon but, c'est que vous puissiez avoir du temps pour pratiquer le plus possible. Je reste en arrière-plan. Vous avez des questions. Je suis là pour vous aider. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, pour cette semaine, dans le fond, c'est juste de